En politique, il y a les beaux discours et il y a la réalité du terrain. La République française se trouve aujourd'hui dans une situation inédite. Son autorité est contestée partout où le trafic de drogue s'est implanté. Quand on est un maire, on représente la République, on est partout chez soi. Et il faut montrer au contraire que vous avez le droit et l'obligation d'être partout. Il y a des gens qui nous regardent, hein? Ah ouais, il y a des gens qui vous regardent, c'est campagne évêque. Sauf que dans cette cité marseillaise, il faut se plier à l'ordre local. Des guetteurs en voiture sont là pour le rappeler. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le bâtiment, pas là-bas. Il vous autorise à filmer quelque chose et pas l'autre, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas exactement? Les choses sont claires, hein. Les choses sont claires. La drogue a tout renversé sur son passage. Elle a fait reculer l'autorité de l'État. Et sa puissance économique a redessiné le paysage du banditisme. Cela fait 40 ans que la France est en guerre contre ses trafiquants. 40 ans que les discours officiels sont les mêmes. Mais en réalité, le rapport de force est de moins en moins en faveur de la République. Et la guerre n'empêche pas les petits arrangements. Dans certaines villes de banlieue, les élus se seraient même déjà adaptés. Les gens au pouvoir dans la ville savaient qu'on tenait le quartier. C'est pour ça que souvent, des gens comme moi ont été utilisés. En fait, on a aidé le pouvoir à s'installer. Mais voilà, tout est calculé pour garder le pouvoir. Il n'y a pas 36 méthodes pour régler un problème criminel. Il y a l'affrontement musclé, le compromis territorial ou la lâcheté absolue. L'affrontement musclé est rare, la lâcheté absolue plus répandue et le compromis territorial est la base naturelle de la survie. Le transport de drogue, ce n'est pas seulement relier un point A à un point B. Ça ne peut se mettre en place que si les conditions politiques le permettent. Pour comprendre comment le baron a pu lancer le premier Go Fast, il faut faire un petit détour par la ville andalouse de Marbella. Une station balnéaire située face aux côtes marocaines qui va devenir la plaque tournante du trafic de stupéfiants en Europe. À l'époque, cette ville est contrôlée par un bandit français, un ami du baron, une figure légendaire du milieu, Charles Ferrand, dit le Grand. Le Grand tenait bien la région, la Costa del Sol, Marbella, Puerto Banús, Estepona, Fuengirola, tout ça. Il protégeait pratiquement tous les endroits, les bars à filles, les restaurants. C'était un homme extraordinaire, formidable, moi je l'aimais beaucoup. Mais c'était quelqu'un qui faisait pas de cadeaux, quoi. C'était un tueur, quand même. En Espagne comme en France, banditisme et milieux politiques font souvent bon ménage. Le contrôle de la ville de Marbella par le Grand n'est pas le fruit du hasard. Ses qualités de tueur intéressent énormément les autorités espagnoles. C'est l'époque des luttes indépendantistes. L'époque où le théâtre militaire terrorise l'Espagne au nom de la cause basque. L'époque aussi des guerres sales. Cet ami a été le responsable du GAL rouge en Espagne. C'est ceux qui s'occupaient de faire disparaître des gens, de les tuer ou de les faire disparaître. C'était surtout des voyous français recrutés parmi les anciens du SAC et les anciens mercenaires. Sous les ordres du Grand, le GAL se permet même de tuer les indépendantistes basques en dehors de l'Espagne. Pour chaque attentat revendiqué par OTA, le GAL venge le gouvernement espagnol et tue en France. Œil pour œil, dent pour dent. Rien que sur le territoire français, on dénombre plus de 25 assassinats. En échange de ces basses besognes, les autorités espagnoles donnent au Grand les clés de la ville de Marbella. Et la station balnéaire devient immédiatement le repère de tous les grands bandits français. Et moi, personnellement, quand je m'évade, je vais en Espagne. Et puis après là-bas que Francis, on s'était installé là-bas. C'était la bonne époque pour ainsi dire. Francis le Belge et Tony Languille sont formels. Jamais, dans l'histoire du milieu, une telle impunité n'avait été constatée. C'était la facilité. Qu'est-ce que tu veux faire? Celui qui avait un peu l'âme de trafiquant de voyous, il dit oh, l'Espagne, c'est un pays de cocagne finalement. Tu comprends? Là-bas, on est bien, on fait la fête, tout, on peut rouler en Porsche, tout, on nous dit rien. C'est vrai que beaucoup de Français, ils disent le pays d'Amérique, l'Espagne. Le circuit d'acheminement de la drogue en France n'est donc pas qu'un trait tiré sur une carte entre un point A et un point B. Toutes les conditions politiques étaient réunies pour que le milieu français puisse abreuver l'Hexagone en stupéfiants dans les années 90. Avec cette offre abondante, c'est la revente au détail qui devient facile. Et une nouvelle économie peut se créer. En particulier dans les banlieues,
là où les politiques de gauche comme de droite n'ont pas réussi à endiguer la misère. Là où la jeunesse ne croit pas en l'ascenseur social de la République. Sako, 41 ans, ancien trafiquant de Seine-Saint-Denis, condamné à 8 ans en 1999. Aujourd'hui retiré des affaires, Sako est l'archétype du dealer qui va fournir la jeunesse parisienne en cannabis. Quand tu as 15 ans, 16 ans, et que tu peux pas demander aux parents pour acheter ta paire de baskets, ton survêtement, parce que c'est des trucs qui coûtent extrêmement cher, eh ben, tu rentres naturellement dans le business comme tout le monde. Voilà. Mais dorénavant, le front de la guerre s'est déplacé au niveau local. Et là, le contexte socio-économique n'est pas favorable. Ils veulent pas nous donner du travail. Ils veulent pas. Ils veulent nous laisser dans le trou, ils nous mettent des poids sur le dos. La misère et l'exaspération des habitants risquent de faire exploser les banlieues. De jour comme de nuit, les riverains craignent de se retrouver face à ces jeunes responsables de ces dégâts. Atmosphère de panique chez les habitants qui s'enferment chez eux et chez les commerçants qui progressivement ferment boutique. Les maires de ces villes déshéritées sont alors dans une impasse. Ils n'ont ni pouvoir régalien, ni leviers économiques. Je suis prêt à faire avec les uns et avec les autres pour que la vie dans cette commune reprenne un cours normal le plus rapidement possible. Face à la crise, certains élus locaux voient le dealer de shit comme un nouvel acteur économique. Après tout, le cannabis n'est pas aussi dangereux que l'héroïne. On faisait travailler une quinzaine de personnes. Donc quand tu fais travailler et que tu donnes à manger aux gens, ben forcément tu fais vivre les gens autour de toi, mais aussi tu fais vivre les petites entreprises qui sont autour de quartier. Il y a la boulangerie, il y a le café du coin, il y a l'épicier, la pharmacie et autres, qui fait qu'il y avait une vie économique. Quelque part, on fait un peu la gueule, mais on sait très bien que s'il n'y avait pas ça, il y a bien des familles qui crèveraient complètement de faim. Voilà, ça il faut le savoir, ça. Donc quelque part, c'est vrai que bon, chacun se démerde de sa façon. Personne n'a un intérêt à une éradication musclée de l'ensemble des activités criminelles. D'abord parce qu'on ne sait pas si ça ne va pas tout faire sauter. Ensuite, parce qu'on se dit, bon, ben, une fois qu'on a fait ça, de quoi est-ce que tous les gens qui sont dans le système vont-ils vivre? À partir du moment où l'espèce tourne dans le quartier, il n'y a pas d'inquiétude. Parce que c'est calme, tout devient serein. C'est dans ce sens-là où on avait quelque part une sorte de paix sociale. C'est très dangereux pour la démocratie. Mais il y a plein d'élus qui se disent ce quartier-là tu l'oublies, celui-là tu l'oublies. Oui, il y en a qui ferment les yeux, mais c'est mortifère. C'est mortifère. Et c'est ça qui fait monter en puissance l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on donne le sentiment d'impunité. Après l'époque de la fermeté face à la drogue, voici venu le temps des petits arrangements. Une politique dite des grands frères se met en place en banlieue. La méthode, embaucher des jeunes de cités influents capables de calmer les esprits, même s'ils ne sont pas dénués de lien avec le trafic. Plus t'es fort dans le quartier, et plus on te respecte. La ville te respecte. Les gens qui sont à la mairie te respectent. Voilà. Donc on t'appelle pour des réunions, on t'appelle pour donner ton avis, et tout de suite tu te sens important. Voilà. Et il y a eu un recrutement massif, énormément, chez nous, hein, mais même dans les villes de droite, hein, de l'autre côté, où des gens qui faisaient partie du business arrivaient tranquillement en mairie et qui étaient fonctionnaires tranquillement, quoi, sans forcément aller au travail. Voilà. Bah, quand on choisit de faire la politique des grands frères, ça dépend quel était l'objectif. Si l'objectif est la paix sociale et d'être élu aux élections, ça peut marcher. D'ailleurs, en général, ça a marché. Si la politique est d'éradiquer les activités criminelles, non, mais c'est pas fait pour ça non plus. C'est fait pour éradiquer la visibilité de l'activité criminelle, ou en tout cas le fait que ça ne se voit trop. Donc c'est là où ça devient intéressant, parce que le caïd, il a accès à la plus haute autorité, donc le maire, en direct. Il est capable de faire passer des messages, capable de trouver un stage, capable de trouver un appartement. Donc toutes les familles savent qu'il est un personnage incontournable. Celui qui fait le choix de laisser la paix dans son quartier en laissant faire le trafic, de toute façon, il se trompe. Sur un moment court bien particulier, il est content. Mais de toute façon, ils ne font que se développer. Donc si vous les arrêtez pas, ils vous bouffent. Une tolérance des pouvoirs locaux sur les points de revente et une offre qui continue d'arriver par tonnes de Marbella ou de Hollande. Toutes les conditions étaient réunies pour que le business explose. Le shit se consomme désormais dans toutes les villes de France et concerne toutes les couches sociales. Ce qu'on sait très bien, c'est que la drogue est plus forte que nous.
qu'on peut mener une action extrêmement résolue, et Dieu sait si on a arrêté des trafiquants, on a saisi des grosses quantités de drogue, des tonnes et des tonnes de cannabis. On porte des coups forts, on met hors d'état de nuire des malfaiteurs, mais d'autres prennent la relève. Dans ce jeu du chat et de la souris, personne n'est gagnant. La justice est débordée. À la fin des années 90, la guerre à la drogue prend une forme paradoxale. Les polices françaises et étrangères obtiennent de bons résultats contre le trafic international. Par contre, au niveau local, les forces de l'ordre sont face à un problème d'un nouveau genre. Les dealers de cannabis ont bien grossi et ils ont l'avantage du terrain. La conception des barres d'immeubles est mal faite, la police a du mal à y accéder, les types sont très bien organisés, ils sont intelligents. C'est une vraie erreur de construction stratégique de la ville. Les policiers non seulement sont des cibles quand ils interviennent, mais peuvent être aussi des cibles de guet-apens. C'est-à-dire que là, il va y avoir un combat pour le contrôle du territoire. La nuit dernière, la police a dû faire face à un véritable harcèlement. Une voiture bélier a même tenté de défoncer un commissariat et 3 personnes ont été interpellées. Ce matin, les policiers déménageaient en sauvant ce qu'ils pouvaient de leur mobilier. Pour le ministre, les policiers sont, je le cite, les hussards de la République. Il a par ailleurs affirmé qu'il était inacceptable qu'il y ait sur notre territoire des cités interdites. Les tentatives de la République pour récupérer ces territoires vont toutes se solder par des échecs. L'essentiel, c'est que la police soit proche de la population. En 1997, la gauche crée la police de proximité. Il y a pas mal de gens à titre anonyme qui nous appellent comme quoi les jeunes du coin, les dealers, planquent leur stock de haches dans les taillis. La police de proximité, c'était véritablement la possibilité de pacifier un quartier. Et puis le problème, c'est que ceux-là même qui ont conçu le concept, ils l'ont tué, parce que tout d'un coup, on a voulu étendre ça dans toutes les villes de France, et on n'était pas dimensionné pour. Ensuite, Nicolas Sarkozy est arrivé, je dirais qu'il a mis les coups sur le cercueil, parce que la police de proximité était déjà morte. Améliorer notre quartier surtout. Ouais, c'est ce qu'on essaie de faire. Et la sécurité. Merci. L'occupation du terrain laisse place à la politique du chiffre. La police d'intervention de type BAC entre quelques minutes dans la cité pour appréhender le dealer et ressort avant que ça n'explose. Le souci qu'on a eu, c'était à l'époque de la BAC. Dès qu'on sentait qu'il y avait un flic qui allait un peu trop loin, très rapidement, sans l'insulter, sans lui courir derrière, on savait comment le ralentir un petit peu, quoi. Il fallait juste toucher directement le maire. Le rapport de force, c'est très simple. C'est, voilà, s'il veut faire de cow-boy, on va s'occuper de lui, mais on va aussi s'occuper de ta ville. Ça va plus être la ville fleurie, ça va être la ville ou d'autres choses. Voilà. Et les élections, c'est dans 2 ans, on s'en souviendra. Il est certain que les élus locaux ont un problème de paix sociale et d'image de leur ville. Et même s'ils ne sont pas directement connectés au crime organisé, ils n'ont pas intérêt non plus à ce que leur ville soit à feu et à sang. Donc ça pèse énormément sur le politique. Un certain nombre de maires de ces villes-là, à l'époque, ont une longue responsabilité. Moi, j'ai souvenir de commissariats dans lesquels on était arrivé d'interpeller des gens et d'avoir des maires qui déboulaient au commissariat pour exiger la libération d'un certain nombre de personnes. Dans les années 80, les voyous traditionnels s'étaient créé un territoire à eux à Marbella. À la fin des années 90, la nouvelle génération fait de même au pied des tours des cités. On a finalement abandonné l'occupation du terrain. Ces cités sont devenues encore plus des espèces de citadelles dans lesquelles on ne savait pas ce qui se passait. La République française a reculé une première fois, mais c'était sans compter sur la connexion des 2 niveaux de trafic de drogue, le national et l'international. Moi, j'étais capable de remonter sur du GoFast. C'est un vrai travail, hein, de pouvoir alimenter, de rouler, d'organiser, de gérer. C'est une vraie entreprise, hein, c'est pas du fond. Hein. Les années 2000 sont celles de l'explosion du business. Le trafic de cité est entré dans sa phase industrielle. Dans les cités marseillaises, il y avait, quand j'y étais, des immeubles où il y avait 30 à 40 000, 50 000 euros par jour de bénéfices. Par jour. Le trafic de produits stupéfiants en Seine-Saint-Denis a un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros par an. Ce dont on est certain, c'est que l'argent, c'est du pouvoir, c'est une puissance. Et ce qu'on sait aussi,
c'est que certains voyous ne sont pas étrangers à la vie, on va dire, à défaut politique, citoyenne. Cette économie clandestine pèse tellement lourd qu'elle finit par créer un ordre parallèle dans le pays. Dans 160 villes de France, comme ici à Vénissieux, la nuit a encore été longue pour les pompiers. Lorsque les cités s'embrasent en 2005, les trafiquants de drogue sont amenés à jouer un rôle citoyen, notamment à Marseille. On a le match des cités, donc on a un championnat de France des cités. Et donc tous les jours, il y a une émeute, il y a une bagarre, il y a un truc qui brûle, c'est épouvantable. On allume le 20h, la réalité, c'est que nous, en tant que responsables politiques, on avait très peur. Et donc on se dit, avec Gaudin, avec le maire, on se dit, mais tous les matins, quand on allume la télé ou la radio, on se dit, mais quand ça va démarrer chez nous? Au total, plus de 200 communes ont été touchées par les incidents dans toute la France. Près de 1300 voitures ont été brûlées. Marseille est la seule grande ville de France où on n'a pas eu de problème en 2005. Pas de problème. J'ai pas eu une seule affaire en 2005 concernant des manifestations qui dégénéraient. Pas une seule. Alors là, d'un autre côté, on est très fiers. Vous voyez, comme Marseille, ville tolérante, ville de respect, ville apaisée, bon. Ça, c'est le discours officiel. Mais après, il faut aller plus loin pour savoir ce qui s'est passé. La mairie de Marseille n'a jamais communiqué sur les raisons véritables de l'absence d'émeutes dans sa ville. Toutes les vérités ne sont pas forcément bonnes à dire. Les personnes dirigeantes en matière de banditisme des cités n'avaient pas du tout intérêt à ce qu'on se mêle à ces affaires-là. Pour continuer à travailler, disons, dans une certaine clandestinité. Et moins ils voyaient les forces de police intervenir, mieux ça valait pour eux, d'où la nécessité d'éviter des émeutes dans les cités. Voilà comment je vois les choses. Les cités les plus calmes étaient bien souvent les cités dans lesquelles il y avait le plus de trafic, parce que c'est mauvais pour le business. Les clients, s'il y a des émeutes, ils ne viennent plus. Il existe donc d'autres pouvoirs en France que ceux de la République. À Marseille, à Lyon, à Paris, les émeutes de 2005 ont montré aux autorités que la puissance de la drogue pouvait garantir la paix sociale dans les quartiers. Mais de quelle paix sociale s'agit-il exactement? On va là, on repasse dans 10-15 minutes. Comment? On va passer dans 10-15 minutes, c'est encore ouvert. Ah ouais? C'est pas vrai, c'était pas une paix sociale, parce que je peux vous dire que les habitants, ils étaient à fleur de peau, les gens étaient agressés, les gens se faisaient frapper. On va voir une amie, Maria, au 6e. Au 6e? Ouais. Avec des enfants, tout ça là? Ouais. On décidait de la vie des gens à un niveau qui était insupportable. Pour contrer la montée en puissance des trafiquants, les élus locaux n'avaient jusqu'ici aucun levier. Mais la France s'est peu à peu décentralisée et les collectivités territoriales ont maintenant de vrais moyens financiers. À partir du moment où l'État se désengage de l'économie locale, l'élu, il doit être compétent et doit être intègre. Sinon, on n'est plus en démocratie. L'autonomie des collectivités territoriales accrue est un facteur, de ce point de vue-là, de tentation. Ça peut s'appeler de la corruption, ça peut s'appeler du détournement de fonds publics. Ça tombe très vite sous le coup de la loi pénale. Pour les magistrats, l'élu a trahi la confiance de ses électeurs en distribuant des fonds publics à des escrocs. Plus de 700 000 € auraient ainsi été détournés en 2 ans. Sylvie Andrieux démissionne de son poste de vice-présidente en 2009. Certains élus préfèrent se rapprocher des trafiquants plutôt que d'améliorer le quotidien des habitants des cités. Je vais vous raconter un truc assez sympa. Un jour, je suis de passage dans ma ville, élection municipale, donc dans le quartier directement, donc j'assiste, je suis au fond de la salle, et je vois deux collègues du quartier. C'est la première fois de ma vie où je les voyais poser des questions. Voilà. En fait, ils étaient dans la foule pour poser des questions et faire en sorte que le maire réponde favorablement pour que l'élection soit positive. Voilà. Mais voilà, tout est calculé pour garder le pouvoir. Le choix politique consistant à laisser des cités aux mains des trafiquants était déjà risqué sur le papier. Il va bientôt s'avérer tragique. Un événement clé du banditisme français va provoquer l'escalade de la violence dans les banlieues marseillaises. Le milieu avait abandonné le cannabis et Marbella aux dealers de cité, mais il est hors de question de leur céder toutes les parts du gâteau. Farid Berama, il a commis l'irréparable, c'est-à-dire qu'il a voulu grossir, sortir des quartiers
en mordant là, sur les plates-bandes du banditisme, il en est mort. Depuis, d'ailleurs, personne n'a tenté la même chose. Après cet échec, les caïds sont cantonnés au trafic de shit et aux cités. Leur seul moyen de grossir est alors de s'attaquer aux concurrents de la cité voisine. Les quartiers nord de Marseille sombrent dans l'ultra-violence. Le problème est qu'on est arrivé, bien sûr, à une dérive où on raisonnait en mètres carrés. Concurrence commerciale, territoire, avec une volonté style Scarface, profiter très vite de tout, on n'a rien à perdre. Peut-être qu'un jour la République française tentera de légaliser les drogues douces. Mais les voyous ont déjà paré à cette éventualité. Certains ont compris qu'il y avait un placement plus sûr que le trafic de stupéfiants, le pouvoir politique lui-même. Nous, on a cru énormément en argent et d'ailleurs c'est comme ça qu'on a avancé. Mais le pouvoir est plus important que l'argent. Et ça, on l'a compris trop tard. À partir du moment où j'ai laissé le quartier et que j'ai grandi à l'international, là, j'avais plus de visibilité sur la localité. C'est à partir de là où j'ai eu des soucis. Je me suis fait stopper sans rien du tout. Une dénonciation, quelques clichés, quelques écoutes. Je serais resté, entre guillemets, sur site, sur le terrain, j'aurais jamais été inquiété. Jamais, jamais. Parce que ceux qui sont encore sur site de ma génération, qui contribuent encore maintenant, jusqu'à présent, ils n'ont jamais été inquiétés. Voilà. Les malfaiteurs ont compris que, certes, ils se feront toujours de l'argent dans des gros trafics de drogue, dans de l'importation de drogue, notamment de la cocaïne, mais qu'on peut se faire beaucoup plus d'argent dans les escroqueries, dans les marchés publics, dans des choses qui sont pénalement d'ailleurs moins sanctionnées que les vols à main armée, mais qui sont beaucoup plus rémunérateurs. Là, c'est très dangereux parce que c'est un peu le début de phénomènes de mafiosisation, c'est-à-dire quand le banditisme pénètre le monde économique. Et donc, c'est même plus difficile de lutter contre ces malfaiteurs qui sont plus impliqués dans la société. En 2013, sous l'ancienne majorité, Bagnolet a été le théâtre d'un fait divers hors du commun. Des armes et de la drogue dans un bâtiment municipal à Bagnolet. Voici qui fait désordre. Dans ce centre technique municipal, la police a trouvé 11 kilos de cocaïne, un fusil à pompe et un fusil mitrailleur Kalachnikov. Mustapha, le responsable du local, a été écroué le jour même. On a su, par le biais de l'enquête, que, étant lui-même dans l'équipe de gestion de ce centre technique municipal, il en avait profité pour assurer, pour son frère aîné, la logistique du trafic de produits stupéfiants. L'histoire de ce trafic de cocaïne est un condensé de la compromission de l'ancienne équipe municipale avec les caïds. Pour la justice, tout commence lors des émeutes de 2005. Mustapha avait accédé à un emploi à la mairie au moment des troubles sur le département de la Seine-Saint-Denis. Sa capacité à se poser comme grand frère avait pesé dans le choix de son recrutement parce qu'il avait justement cette capacité à atténuer les tensions au sein de la ville. Et puis, avec le temps, on s'est demandé si ce recrutement n'avait pas peu à peu glissé vers l'encadrement, en dissuadant l'opposition d'être un peu trop bruyante. Une vidéo amateur du conseil municipal de l'époque montre le rôle politique joué par Mustapha. C'est avec la casquette, là. Sa mission était d'intimider l'opposition. Mais ils font quoi, en fait? Rien, ils sont là, ils font comme ça, voilà, ça suffit. En échange de ses services, Mustapha est embauché par l'ancien maire de Bagnolet. Il est désormais responsable du local technique municipal. Une situation idéale pour celui dont le grand frère est un trafiquant international de cocaïne, car le bâtiment est situé juste à la sortie de l'autoroute, à 3 heures d'Amsterdam, le grenier des dealers. La justice a condamné Mustapha à 2 ans de prison. Dans certaines villes de France, les caïds placent leurs hommes de main partout, pour sortir de leur territoire et pour se notabiliser. Lorsque tu montes en mairie et que tu as l'emploi, ben forcément tu as accès au crédit, tu as accès à acheter ton appartement, etc. Le pouvoir te fait rentrer dans la société. Et le business te met toujours en parallèle de la société. Dans leur quête d'émancipation, les voyous ont aujourd'hui compris que le pouvoir politique pouvait leur apporter la meilleure des garanties, l'impunité. Quelqu'un qui a un trafic et qui a la capacité de savoir quel service de police peut s'y intéresser, c'est un bien extrêmement précieux. Parce que là encore, ça lui permet d'avoir un coup d'avance et d'adapter son trafic
face à la réponse policière et judiciaire qui peut être amenée. Certains élus ont indiqué que selon eux, à court terme, les prochaines personnes influentes, y compris validées par le suffrage universel, seraient des gens impliqués dans le trafic de produits stupéfiants. Non seulement la guerre contre les trafiquants n'a pas été gagnée, mais la mafia de la drogue rêve désormais d'un pouvoir sans partage.